La gauche a toujours collaboré, c'est dans son essence même. Hier avec les Allemands, aujourd'hui avec les nouveaux envahisseurs. C'est pour ces mots que j'ai écrit que le journal Marianne nous attaque. Encore, c'est le 5e ou 6e article contre nous en moins de 6 mois. Frontière pourrait peut-être leur proposer une colocation à force de vivre dans leur tête et sans payer de loyer. Par la plume d'Adrien Matou, le média de Kretinsky, c'est son nom, pas un qualificatif, s'en prend cette fois à mon édito dans notre dernier numéro, LFI, le parti de l'étranger, intitulé « Salir, mentir, trahir ». Selon Marianne, mon affirmation selon laquelle la gauche a toujours collaboré, c'est dans son essence même, serait un pur délire et une réécriture complète de l'histoire de la collaboration. Alors voyons voir. Pierre Laval, figure centrale du régime de Vichy, fut membre de la SFIO. Devenu chef du gouvernement, Laval fut l'architecte de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il déclara publiquement en 1942 souhaiter la victoire de l'Allemagne pour éviter le triomphe du bolchevisme. Laval organisa la déportation de 75 000 juifs, dont 13 000 lors de la rafle du Veldiv, et mit en place le service de travail obligatoire STO qui envoya des milliers de jeunes Français travailler chez les Boches. Marcel Déat, cadre de la SFIO, fonda en 1941 le Rassemblement national populaire, un parti collaborationniste pro-nazi. Dans son journal L'Œuvre, il défendit une collaboration active avec l'Allemagne et appela à l'intégration de la France dans l'Europe nouvelle hitlérienne. Déat participa à la propagande antisémite et à la répression des résistants. Jacques Doriot fut un haut cadre du Parti communiste français et maire communiste de Saint-Denis. Sous l'occupation, Doriot devient un fervent collaborationniste, prônant une alliance totale avec l'Allemagne nazie. Il s'engagea personnellement dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, combattant sur le front de l'Est aux côtés des nazis. René Château, député radical socialiste, il vota les pleins pouvoirs à Pétain. En 1940, il signa la déclaration du 7 juillet, un manifeste dénonçant la République et prônant la collaboration avec l'Allemagne nazie. Puis il prit la tête de la France socialiste, un journal où il dénonçait le capitalisme, le bolchevisme et propageait des idées antisémites. René Belin, pacifiste de gauche, il est l'un des principaux responsables de la CGT avant la Seconde Guerre mondiale. Il devient ministre du Travail sous Vichy en 1940. Il soutient la Révolution nationale et participa à la dissolution des syndicats indépendants, remplacée par une charte du travail inspirée des modèles fascistes. Belin promut la collaboration économique avec l'Allemagne, notamment via l'envoi de travailleurs français en Allemagne avec le STO. Charles Spinasse, député socialiste et ministre sous le Front populaire, rallia le régime de Vichy et soutient la Révolution nationale. Spinasse fait partie avec Paul Rive, un autre député socialiste, des membres fondateurs du quotidien L'Effort, journal appelant à soutenir l'effort de collaboration. En tant que maire, il fait aussi installer entre 1941 et 1944 un groupement de travailleurs étrangers et un camp disciplinaire dans sa ville de Rosiers-des-Gletons. Je vous laisse regarder sur internet ce qu'est un groupement de travailleurs étrangers. Marcel Guiton, ancien député communiste, il quitte le parti au début de la guerre pour fonder le Parti ouvrier et paysan français, un groupuscule collaborationniste qui prenait une alliance avec l'Allemagne nazie. Gaston Bergerie, ancien député radical socialiste, évolua vers les positions collaborationnistes sous Vichy. Pacifiste dans les années 30, il vit dans la collaboration une opportunité de réformer la France selon des idées autoritaires. Il participa à des cercles intellectuels pro-Vichy et soutient la politique de Pétain. Albert Rivière et André Février, deux socialistes membres de la SFIO, rejoignirent le gouvernement de Pétain avec l'accord de Léon Blum, comme décrit par l'historien Serge Bernstein dans son livre sur le leader du Front populaire. Leur participation montre que même des figures modérées de la SFIO furent séduites par l'idée de régénération nationale et bien d'autres hommes de gauche comme Marc Augier, Jean Lucher, Georges Albertini, Claude Jammet, je ne peux pas tous les citer, le prompteur a une limite de caractère. Contrairement à ce que prétend Marianne, l'implication des figures de gauche dans la collaboration avec le régime de Vichy et les nazis, ce n'est pas une invention de ma part, c'est un fait historique documenté. De nombreux acteurs issus de la gauche ont soutenu, participé ou activement collaboré avec le régime de Vichy, et dans certains cas, avec l'occupant nazi directement. Loin de réécrire l'histoire comme le prétend le gratte-papier de Marianne, je m'appuie sur des faits établis par des historiens comme Robert Paxton, Jean-Pierre Azéma, Michel Marus, qui ont montré que Vichy ne fut pas uniquement un projet de droite, mais aussi un espace où des socialistes, des communistes,
des radicaux et des syndicalistes, pour des raisons idéologiques telles que le pacifisme, l'anticommunisme ou par opportunisme, se sont compromis. Un point particulièrement controversé de mon édito, selon Marianne, concerne l'attitude du Parti communiste français. L'article de Matou passe sous silence cet épisode, préférant caricaturer notre position comme une négation de la résistance communiste. Clarifions les choses. Je ne nie pas l'engagement héroïque de nombreux communistes dans la résistance à partir de 1941. Mais pourquoi à partir de 1941 ? En août 1939, la signature du pacte de germano-soviétique entre l'URSS et l'Allemagne nazie plongea le PCF dans une attaque interne aux intérêts de la France. Alors que le parti avait été un fer de lance de l'antifascisme dans les années 30, il se retrouva contraint de suivre la ligne de l'internationale communiste qui qualifiait désormais la guerre comme un conflit impérialiste et prétendant officiellement à la neutralité dans ce conflit. Pendant cette période, des témoignages et archives montrent que les militants communistes suivaient les consignes du parti. Pendant cette période, des témoignages et archives montrent que des militants communistes suivant les consignes du parti ont saboté des usines françaises travaillant pour l'effort de guerre contre l'Allemagne. Avions, chars, bateaux sont constamment victimes d'accidents, d'erreurs, de fausses manœuvres qui les paralysèrent ou les détruisirent, aussi bien à la Sagem, sur les plateaux de Satory ou sur les chantiers de Saint-Nazaire. De plus, dans le port de Marseille, des parachutes et des armes destinées aux soldats français sont endommagés par des dockers communistes. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'a rapporté l'historien Roger Bourderon. Pareil pour les cheminots qui sabotent les transports français pour les ralentir. Ces actes visaient à affaiblir la France dans un contexte où l'Allemagne était vue comme un allié de l'URSS. De plus, le PCF tenta en 1940 de négocier avec les autorités allemandes la réapparition de son journal L'Humanité. Les nazis d'ailleurs ne sont pas contre. C'est Vichy qui bloque. Le journal continuera de paraître clandestinement et jusqu'à la rupture du pacte germano-soviétique. On y lit des articles sur la fraternité franco-allemande et des articles contre les Anglais. Oui, l'UMA, c'est de vous dont je parle, vous qui nous attaquez constamment. En plus de défendre une idéologie qui a fait 100 millions de morts, chantant la gloire des pires criminels communistes, vous avez appelé à l'amitié franco-allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Dont acte. L'invasion de l'URSS par l'Allemagne en juin 1941 marqua un tournant. Le Parti communiste français s'engagea alors pleinement dans la résistance. Cependant, cet engagement tardif ne doit pas effacer les 2 années précédentes où la ligne du PCF fut alignée sur les intérêts soviétiques au détriment de la lutte contre l'occupant. Le 10 juillet 1940, à Vichy, la gauche montra son vrai visage. Elle vota majoritairement les pleins pouvoirs à Pétain, scellant la fin de la Troisième République et ouvrant la voie à la collaboration avec les nazis. Ils ont trahi, sans scier, préférant l'opportunisme et le pacifisme dégénéré à la défense de la France. Ce vote honteux que Marianne voudrait effacer de l'histoire prouve que la gauche a été majoritairement complice de Vichy dès le premier jour. Et aucun discours larmoyant ne changera cette réalité crue. Et si on parlait d'un petit monsieur, François Mitterrand, futur président de la République socialiste, débarque en 1941 et intègre l'administration du régime de Vichy. En 1942, il rencontre Pétain en personne et affiche un respect marqué pour son maréchal, comme en témoignent ses lettres où il loue son allure magnifique. Au printemps 1943, Mitterrand obtient la Francisque, la plus haute distinction du régime de Vichy, après en avoir fait la demande et prêté serment. Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme il a fait don de la sienne à la France. Il rejoint ainsi l'élite pétainiste, un épisode qu'il minimisera plus tard en prétendant avoir agi sur ordre de la résistance. Une excuse bien commode pour un ambitieux qui à 26 ans savait parfaitement où se situaient ses intérêts. Et même la gauche qui n'a pas collaboré est quand même coupable. Coupable de nous avoir amenés à la guerre par son pacifisme jusqu'au boutiste. Les accords de Munich, signés le 30 septembre 1938, sont une tâche indélébile sur la gauche française, qui a cru pouvoir apaiser Hitler en lui livrant les Sudètes. Porté par Édouard Daladier, président du Conseil et membre du Parti radical socialiste, c'est un calcul lâche et désastreux. Daladier, poussé par son pacifisme et celui de son ministre des Affaires étrangères Georges Bonnet, lui aussi radical socialiste, céda aux exigences d'Hitler, croyant naïvement que cela sauverait la paix. La gauche majoritaire au pouvoir après le Front populaire porta cette capitulation. L'écrasante majorité des députés socialistes, SFIO et radicaux socialistes votèrent pour ratifier les accords à l'Assemblée nationale.
même Léon Blum. Ce renoncement face à la menace nazie sous prétexte d'un universalisme pacifiste ouvrit la voie à l'invasion de la Pologne un an plus tard, prouvant que la gauche préférera l'illusion à la fermeté. Si reconnaître que des socialistes et des communistes ont collaboré est une réécriture de l'histoire, comme le dit le papier de Marianne contre moi, alors les archives de Vichy et les travaux de Paxton doivent être jetés au feu. Mon édito dans le dernier numéro de Frontières souligne une vérité gênante. La gauche a collaboré et c'est ce qui rend fou la gauche actuelle qui se croit descendante de résistants héroïques alors qu'elle est le fruit d'une ribambelle de collabos. D'ailleurs, comme celle des années 30 et 40, notre gauche actuelle commet les mêmes erreurs. Essayer de faire des accommodements raisonnables avec des racailles qui égorgent nos Thomas dans des balles de village. Des clandestins qui violent puis tuent nos Lola et nos Philippines. Et essayer de faire taire ceux qui préviennent du danger. Ils essayent de nous faire taire avec des articles comme celui de Marianne ou des procès comme nous en subissons tous les jours. L'article de Marianne illustre une stratégie classique, disqualifier l'adversaire en l'accusant d'outrance plutôt que de répondre à ses arguments. En pointant du doigt les compromissions de la gauche sous Vichy et en établissant un parallèle avec certaines postures actuelles, je ne cherche pas à nier la complexité de l'histoire, mais à briser les tabous d'un récit national qui exonère systématiquement la gauche de ses erreurs. Oui, des socialistes comme Laval, Déa ou Belin, des communistes comme Doriot ou Guiton et même le PCF ont collaboré à des degrés divers avec Vichy et les nazis. Oui, certaines postures de la gauche contemporaine, notamment sur l'immigration, rappellent cette tendance à privilégier des idéaux abstraits au détriment de la nation. L'universalisme, valeur revendiquée par la gauche, a conduit à des compromissions historiques. Le pacifisme de certains socialistes dans les années 30, qui les a poussés à soutenir l'apaisement face à Hitler, en est un exemple. Aujourd'hui, le même universalisme béat conduit certains à refuser de reconnaître les défis posés par une immigration massive et incontrôlée au nom d'une vision idéalisée de la diversité. L'histoire se répète. Maintenant, vous savez tout. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à Frontières. C'est grâce à votre soutien que nous existons, et non pas grâce aux subventions. Pour mener ce combat pour la vérité, nous avons besoin de vous.